Bonjour à tous, je voulais faire cette vidéo pour les 50 000 abonnés de NextWave. C'est un chiffre qui est important pour nous, c'est un milestone important. Lorsqu'on a lancé le podcast il y a un peu moins de 2 ans, en 2024, je ne pensais pas du tout qu'on allait arriver à ce type de chiffre et j'en suis très fier aujourd'hui. On est très heureux d'avoir autant de gens avec nous qui nous écoutent et qui apprennent toutes les semaines avec les invités qu'on reçoit. C'est motivant pour la suite, c'est que le début, on a envie d'aller beaucoup plus loin. Mais voilà, je voulais vous remercier et remercier aussi tous les invités qu'on a reçus depuis le début et ceux qu'on recevra même après parce que c'est juste génial de pouvoir faire ce podcast, de recevoir des gens aussi passionnants et d'apprendre plein de choses. Donc merci d'être aussi nombreux avec nous. Il y a quelques jours, à l'occasion justement des 50 000 abonnés, j'ai mis un petit formulaire sur les réseaux sociaux. Et l'objectif, c'était que vous puissiez poser des questions sur un peu tous les sujets. Et je veux prendre un peu de temps aujourd'hui pour répondre à ces questions-là, qui sont sur plein de sujets différents, sur comment on s'organise pour faire le podcast, sur comment on trouve les invités, sur comment on les invite, sur plein de sujets. La question de Habib, quel est le conseil ou l'histoire qui t'a le plus marqué à travers les épisodes du podcast? Alors honnêtement, il y en a plein. Il y a plein de conseils intéressants qui ont été partagés. Il y a plein d'histoires. Je pense que ça ferait une vidéo pour résumer un petit peu tous les conseils. Donc il y a plein de choses. Et une chose qui est intéressante, c'est que en fait, il y a plein de conseils différents, mais appliquer des conseils et écouter des conseils, c'est deux choses qui sont très distinctes. En fait, il y a à la fois plein de conseils, mais à la fois, on ne peut utiliser des conseils que quand on est dans des situations qui sont très spécifiques. Ce que je veux dire par là, c'est que si on écoute tous les podcasts, parfois, il va y avoir des conseils qui sont contradictoires. Il peut y avoir une personne qui va dire, je prends un exemple, il va y avoir un entrepreneur qui va dire, pour réussir, il faut être très focus. Il y a quelqu'un d'autre qui va expliquer dans son parcours qu'il a fait plein de choses différentes et ça lui a permis de tester plein de choses. Typiquement, ce conseil-là, on peut l'appliquer que en fonction de où est-ce qu'on en est dans notre vie, dans notre carrière, dans notre boîte, etc. Peut-être que quelqu'un qui commence a besoin de tester des choses pour savoir ce qui lui plaît, pour savoir ce qu'elle aime faire, pour savoir un peu quelles sont ses forces. Et ensuite, de double down et de se concentrer pendant une durée très importante sur une seule chose pour réussir à faire quelque chose de bien. Et donc, et là, même en disant ça, je simplifie, parce qu'il y a peut-être aussi d'autres sous-situations où ce que je dis est faux. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a plein de conseils, mais les conseils, on peut les appliquer qu'en fonction d'une situation très spécifique. Et donc, je ne pourrais pas répondre à cette question en disant il faut être focus, il faut s'associer aux bonnes personnes, il faut être complémentaire dans une équipe. Parfois, tout ça, c'est faux. Parfois, on peut monter une entreprise tout seul. Parfois, il faut plutôt être on peut construire une boîte avec des gens qui sont très similaires à nous et réussir. Et donc, les conseils, il y en a plein, mais on ne peut pas donner de conseils en général. Et donc, du côté, moi par exemple, lorsque j'écoute un podcast ou lorsque je lis un livre ou je me renseigne sur des choses, j'ai envie d'écouter tous ces conseils-là. Et en fait, finalement, toutes ces histoires, tous ces conseils, c'est des choses qui s'ajoutent dans votre inconscient ou dans votre conscient. C'est des choses dont on se rappelle. Et ensuite, lorsqu'on est dans une situation très spécifique, en réalité, c'est comme si on redécouvre soi-même le conseil. Et donc, on est dans une situation, on est confronté à un problème, on est confronté à un moment dans notre vie, et peut-être qu'on va se rappeler de quelqu'un qui a vécu une histoire similaire, ou peut-être juste qu'on va juste se dire, en fait, c'est la chose logique à faire, et on va se rappeler que quelqu'un a vécu quelque chose de similaire. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de conseils en général, il n'y a que des conseils très spécifiques dans des situations très spécifiques, et que écouter des gens qui sont passionnants, qui ont déjà fait des choses exceptionnelles, c'est une source d'inspiration, c'est une source aussi c'est une manière de voir toutes les possibilités. Et ensuite, c'est une manière d'avoir un ensemble d'histoires et de conseils qu'on pourra appeler en fonction des situations dans lesquelles on est. Et donc, chacune de ces histoires, c'est comme un pointeur qu'on va garder quelque part dans sa tête et qu'on va aller chercher en fonction de la situation où on est. Donc c'est pour ça que j'ai une réponse un peu bizarre, mais c'est ma manière de dire, il y a plein de conseils et plein d'histoires, mais on ne peut pas donner de conseils en général, on peut seulement chacun
utiliser des conseils en fonction de la situation spécifique dans laquelle on est, et seulement si on est dans l'action. En fait, il n'y a que l'action qui donne la situation spécifique. Dans la réflexion, rien n'est assez spécifique pour avoir des conseils. Alors que lorsqu'on est dans l'action, on est pragmatique, on a besoin de faire telle chose, et si on a besoin de faire telle chose, on a tel problème, et dans tel problème, là, il y a peut-être un conseil. Mais le conseil va impliquer plein de choses dans ton contexte. Qui tu es, qu'est-ce que tu fais, comment tu le fais, pourquoi tu le fais, à quel moment, quelles sont les ressources que tu as à disposition, plein de choses. Alors ensuite, il y a une question de Lilia qui est: quel est ton parcours professionnel et scolaire? Donc moi j'ai fait une classe prépa scientifique, j'ai eu un bac scientifique, après j'ai fait une classe prépa scientifique, filière PCSI, PC, j'ai intégré l'ESPCI, ensuite j'ai fait un double diplôme avec l'ESSEC. Pendant mes études, j'avais monté une première boîte qui était une start-up avec un ami qui s'appelle Karim, qui était une aventure assez marrante. On a fait cette première boîte, ensuite j'ai bossé en finance, j'ai eu 2 expériences en finance. Je faisais des fusions-acquisitions. J'ai travaillé, en gros, j'ai conseillé des boîtes qui voulaient soit acheter des entreprises, soit céder des entreprises. J'ai fait ça pendant 4 ans. Et ensuite, en quittant la banque d'affaires, j'ai lancé Nextwave en 2024, il y a un peu moins de 2 ans. Voilà un peu mon parcours. Alors ensuite, il y a une question de Hamza. Vous avez également une belle expérience en M&A, ça nous ferait très plaisir que vous en parliez. Alors avec plaisir, donc moi j'ai eu 2 expériences en M&A. J'ai eu une expérience à la banque Rothschild et une expérience chez Centerview. Peut-être pour expliquer déjà ce que c'est le M&A. Le M&A, c'est des fusions-acquisitions. C'est ce qu'on appelle en français de la banque d'affaires. Le mot banque, en fait, il est un petit peu... il induit en erreur. Parce qu'en réalité, ce n'est pas de la banque comme on imagine, comme la banque dans laquelle on a nos comptes, etc. C'est plutôt du conseil, c'est du conseil financier en fait. Donc on a un certain nombre de clients. Généralement, lorsqu'on travaille dans ces métiers-là, on a plusieurs clients en même temps. Et ces clients-là, on les conseille dans toutes leurs opérations financières. Les opérations financières, ça peut être vendre une entreprise ou une partie d'une entreprise. Ça peut être acheter une entreprise ou une partie d'une entreprise. Ça peut être s'introduire en bourse. Ça peut être sortir de bourse si l'entreprise est déjà en bourse. Ça peut être fusionner des entreprises. Ça peut être financer une entreprise avec de la dette. Ça peut être restructurer une entreprise qui va mal. C'est plein de sujets, mais c'est toujours conseiller une entreprise dans le cadre d'une opération financière. C'est un métier qui est ultra intéressant et ultra formateur parce que, pour plusieurs raisons, en fait, tu as beaucoup de clients en même temps, donc tu vois des secteurs différents. C'est un métier dans lequel on travaille énormément, ce qui est très dur. On finit souvent très tard, ce qui n'est pas forcément bien. Moi, je ne pense pas que le fait de travailler beaucoup est forcément bien, mais par contre, ça peut avoir des avantages. C'est-à-dire que tu vas apprendre à travailler sous pression, donc à quand même faire du bon travail alors qu'il est peut-être tard, tu es peut-être sous pression, tu es peut-être stressé, tu es peut-être fatigué, mais réussir à faire du bon travail, quelle que soit la situation. Je pense que ça apprend aussi quelques codes un peu corporate sur des choses bêtes, c'est-à-dire comment bien envoyer un email, comment parler pendant un call, comment parler pendant un rendez-vous, c'est des choses très simples, mais je pense que ce type de métier, ça apprend quand même ces choses-là. Donc je pense qu'il y a la rigueur, il y a l'attention aux détails, la précision, malgré parfois la pression, le stress. Il y a voir beaucoup de secteurs différents. Et il y a aussi un autre point qui est important, et je pense que c'est un point qui n'est pas uniquement réservé au conseil en conseil financier, mais aussi au conseil en stratégie. C'est qu'on fait beaucoup de présentations, de PowerPoint, d'Excel, etc. Et donc, bien sûr, on apprend des choses un peu spécifiques sur ça, mais ce n'est pas forcément le plus intéressant, les sujets techniques qu'on apprend en faisant des présentations et des Excel. Le plus important, je pense, c'est lorsqu'on a un client et qu'on a envie, par exemple, de présenter son entreprise ou qu'on a envie d'acheter une entreprise, finalement, une présentation qu'on fait, en fait, c'est une histoire qu'on raconte. Et c'est une histoire qu'on raconte à partir de faits, à partir de chiffres, à partir d'éléments sur le marché. Et réussir à structurer cette histoire, c'est un skill, je pense, qu'on apprend dans ces métiers-là et qui est important ensuite, quoi qu'on fasse. Parce que finalement, le storytelling, raconter une histoire, c'est quelque chose, c'est une compétence qu'on utilise partout. Si on cherche un job, finalement, on raconte son histoire. Si on lève des fonds, on raconte une histoire. Si on recrute, on raconte une histoire. Dans la plupart des choses qu'on fait, finalement, inconsciemment ou consciemment, on est en train de raconter une histoire. Et souvent, c'est vu négativement, mais en fait, c'est plutôt une compétence qui est importante. Et c'est une vraie compétence. Et je pense que
Enfin, moi, je pense que c'est une des choses qu'on retient le plus dans ces métiers, même si la plupart des gens préfèrent quand même parler de sujets qui ont l'air plus techniques, mais les sujets qui sont plus techniques, on les apprend assez facilement. On n'a même pas besoin de faire ces métiers-là pour les apprendre, en fait, au fond. Ce qu'on apprend, c'est plus des choses, je dirais, de rigueur, de savoir-être dans certaines situations, de code et un petit peu de storytelling. Question de Jade. Je ne sais pas comment ça se prononce. J-A-E-D. Donc Jade, je pense. Comment transformer le Maroc en une vraie startup nation après tous les échanges à ce jour? Ok, alors comment transformer le Maroc en une vraie startup nation? Je pense qu'il y a deux sujets dans cette question. En fait, le premier sujet, c'est, on ne va pas parler de start-up, parce que je pense qu'il faut qu'on définisse ce que c'est les start-up, mais on va juste parler des entreprises, des petites entreprises, des entreprises qui se lancent. Donc, comment faire pour, en fait, favoriser l'entrepreneuriat et que de plus en plus de gens lancent des entreprises et que de plus en plus de gens réussissent les entreprises qu'ils lancent. Et ensuite, dans un second temps, je pense qu'il faut définir ce que c'est start-up et parler du cas des start-up précisément, mais qui est une toute petite partie des startups, des entreprises au sens large et des entreprises qui se lancent. Donc on va faire cette distinction-là. Quels sont donc les blocages qui, s'ils étaient débloqués, permettraient de favoriser l'entrepreneuriat et de favoriser la réussite des entreprises qui se lancent? Je pense qu'il y en a plusieurs qui reviennent dans les discussions et dans la plupart des podcasts qu'on fait. Et je pense que si vous avez écouté les podcasts, c'est des points qui reviennent pas mal. Le premier, c'est qu'en fait, une entreprise, quand elle se lance, elle a besoin d'avoir des contrats. Et donc, il faut qu'elle réussisse à convaincre des gens de lui donner des contrats. Il y a une partie importante de l'économie qui est tout ce qui est commande publique. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui lancent des entreprises et qui nous disent sur le podcast qu'ils ont du mal à accéder à la commande publique. Parce que c'est compliqué, parce que c'est des petites entreprises, etc. Et donc, si la commande publique pouvait être ouverte de plus en plus à des petites entreprises, et bien ça permettrait que cette partie-là de l'économie, elle permette de développer aussi des plus petites entreprises. Il y a plein de complexités parce que c'est pas forcément facile de faire cette relation entre le secteur public et les petites entreprises. Mais en tout cas, c'est un point qui revient pas mal chez les gens qui se lancent et qui veulent accéder au marché. Et je parle de commande publique, mais il y a aussi juste la commande des grands groupes. Les grands groupes, ils ne sont pas forcément habitués à parler à des jeunes entreprises qui viennent de se lancer. C'est aussi un risque. Ils se posent toujours la question, est-ce que cet entrepreneur-là, est-ce que son entreprise va toujours exister dans 1 an, dans 2 ans? Et c'est des questions normales. Et donc, il y a tout cet aspect de marché qui est important. Le deuxième sujet qui revient pas mal, c'est le financement. En fait, on parle beaucoup, même si on parle pas mal d'investissement dans les entreprises, de private equity, etc., ça concerne une très petite partie du tissu économique. La plupart des gens, lorsqu'ils lancent une entreprise, ils ont 2 possibilités. Soit ils la financent juste sur leur fonds personnel. Et s'ils n'ont pas de fonds personnel, ça veut dire qu'ils doivent attendre d'avoir des clients pour autofinancer l'entreprise. Soit ils vont voir la banque. Sauf que ce n'est pas toujours simple et c'est souvent très compliqué d'être financé par la banque si vous n'avez pas encore des garanties, vous n'avez pas des choses à donner. En gros, si vous n'avez pas déjà une entreprise qui fonctionne ou autre chose, c'est très difficile de se faire financer une première activité. Et donc, il y a ce sujet-là du financement qui est un vrai sujet pour les entreprises. Et je pense que si de plus en plus d'entrepreneurs, même pour leur premier projet, réussissaient à être financés d'une manière ou d'une autre, eh ben ça les aiderait à d'abord lancer leur activité et à la développer plus vite. Le troisième point qui revient pas mal, c'est les délais de paiement. En fait, ce qu'on voit pas mal au Maroc, c'est que les délais de paiement sont assez longs. Il y a eu des nouvelles réglementations qui font qu'ils ont été raccourcis. Dans le podcast, il y a quand même pas mal de gens qui nous disent en général que lorsqu'ils lancent leur activité, ils sont payés parfois après 3 mois, parfois après 6 mois, parfois même après 12 mois avec des entreprises qui prennent du temps à les payer. Et ça fait plein de problèmes. Il y a ce problème d'ailleurs qui est même contre-intuitif, dont on a parlé dans plusieurs podcasts, c'est qu'il y a des entreprises qui meurent alors que tout va bien. Ce que je veux dire par tout va bien, c'est que ils ont des clients, ils recrutent, l'activité avance, ils ont de plus en plus de clients, ils font du chiffre d'affaires. Mais en fait, comme ils n'ont pas de source de financement et que donc ils doivent dépenser en recrutement, en matériel, etc., et que leurs clients ne les payent que 3, 6 mois, 12 mois après qu'ils aient fourni le service, et bien parfois ils se retrouvent sans cash. Et une entreprise qui n'a pas de cash, elle meurt. Et donc, le délai de paiement, c'est un problème qui peut... ce qui est contre-intuitif, vraiment problématique, c'est que ça peut poser
des problèmes, même à des entreprises qui vont très bien, parce que l'entreprise est en train de se développer, mais elle n'a juste pas de financement. Et même si elle n'a pas ce problème-là, le fait d'être payé tard, ça fait dans tous les cas que ça retarde l'entreprise. Elle pourrait se développer plus vite, elle pourrait investir plus, elle pourrait recruter plus, et elle ne peut pas. Donc pour moi, c'est un peu les 3 sujets qui reviennent le plus souvent. Donc un peu l'accès à la commande, public ou privé avec les grands groupes, le financement et les délais de paiement. Et ça, c'était un peu la première partie de la réponse parce que ça répond à la question plus générale, je pense, que la question qui est posée, qui est juste une entreprise qui se lance, quels sont ses problèmes et qu'est-ce qu'on peut débloquer pour qu'il y ait plus de gens qui entreprennent et qui réussissent. Et maintenant, si on parle des startups, donc qui sont une sous-section, une sous-partie de cet univers qui est plus grand, qui est l'univers des gens qui se lancent. En fait, je pense qu'il faut définir startup. Pour moi, une startup, c'est une entreprise qui a vocation à faire de l'hypercroissance, donc à se développer très vite. C'est-à-dire qu'elle a des indicateurs de croissance qui ne sont pas annuels, qui sont mensuels ou hebdomadaires. Elle a besoin de se développer tous les mois, très rapidement. Donc, 1, hypercroissance. Et 2, cette hypercroissance-là, c'est un peu déjà inclus dans le premier point, il faut qu'elle ait la place de le faire. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de faire de l'hypercroissance dans un petit marché. Il faut faire de l'hypercroissance dans un grand marché pour qu'elle puisse avoir la place de continuer à croître et qu'elle fasse pas de l'hypercroissance et qu'elle soit capée à un moment. Et donc, ces 2 points-là, hypercroissance et marché assez grand, ça donne une autre partie de la réponse. C'est que si on veut faire de l'hypercroissance, si on veut créer des startups qui font de l'hypercroissance et qui ont des marchés assez grands, eh ben, ça fait qu'il n'y a qu'un certain nombre de marchés au Maroc qui sont d'une taille assez importante pour créer des startups dans ce sens-là du terme. Aujourd'hui, on n'a pas encore de startups au Maroc qui ont fait de l'hypercroissance et qui ont atteint une taille très importante, c'est-à-dire en centaines de millions de dollars ou milliards de dollars de valorisation sur des marchés assez grands. Ça arrivera probablement un jour, mais ça arrivera dans des marchés qui sont assez grands. Et donc, si on regarde les marchés qui sont assez grands au Maroc, et d'ailleurs, les gens qui montent des très belles boîtes aujourd'hui, des startups, sont en train d'essayer de le faire dans ces marchés-là, pour la plupart, c'est les marchés qui sont assez profonds, justement pour avoir la place de créer une boîte assez grosse et donc de pouvoir vraiment faire une startup. Ces marchés-là, c'est l'immobilier, c'est les services financiers, donc tout ce qui est fintech, c'est peut-être la santé, c'est la mobilité, c'est des sujets comme ça qui sont potentiellement assez grands. Parce que pour faire une entreprise qui est valorisée quelques centaines de millions d'euros ou quelques milliards, ça veut dire que ton marché, il doit faire au moins 10 fois ça parce que tu prendras qu'une partie de ton marché. Et donc, on parle vraiment de marchés qui sont très, très, très grands. Et du coup, ça explique aussi pourquoi il y a beaucoup de startups qui ne visent pas que le marché marocain, qui visent un marché qui est plus grand, donc qui va leur permettre justement d'avoir la taille de continuer à se développer et de faire de l'hypercroissance dans ces marchés-là. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question, mais en gros, je pense que, je le vois comme ça. C'est un petit peu en 2 étapes. Les interviews sont préparées et les questions réfléchies. Merci beaucoup. Pendant combien de temps as-tu préparé ce projet avant de te lancer? Et était-ce en parallèle de ton job? Aussi, quels conseils pourrais-tu donner à une personne qui souhaiterait développer son réseau en France et ou au Maroc? Alors, moi j'étais en train de quitter mon job, donc je n'étais plus vraiment en poste. Je n'ai pas préparé longtemps, j'ai lancé ça directement. Par contre, l'idée germait pendant longtemps. C'est-à-dire que je pense que pendant 6-12 mois, je réfléchissais à faire ça. Mais j'ai vraiment lancé ça comme un side, comme une tentative, comme juste quelque chose qui m'intéressait et que j'avais envie de faire sur le côté. Et d'ailleurs, c'est probablement... Et je pense que c'est une bonne chose parce que je l'ai juste fait naturellement et je l'ai fait de la manière où je voulais le faire. Et je ne me suis pas trop posé la question sur la manière de le faire. Et donc, j'ai juste fait ce qui m'intéressait et je pense que c'est une bonne chose pour faire quelque chose de bien. Donc, pas beaucoup de temps de préparation, mais par contre... pas mal de temps juste où c'était dans un coin de ma tête et ça a germé, j'ai fini par le faire. Quel conseil pourrais-tu donner pour développer son réseau? Moi, il y a quelque chose que j'ai toujours fait, c'est qu'en fonction de où est-ce que j'en suis dans la vie, c'est-à-dire si je cherche un job, si j'ai un projet, si je suis en train de monter une entreprise, je suis en train de faire quelque chose, je contacte des gens. La plupart du temps, les gens, moi je les contacte sur LinkedIn, 80% du temps. Et parfois, lorsque je trouve leur email, je leur envoie un email directement. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire. Je pense qu'il faut prendre l'habitude de le faire. On ne se rend pas compte que la plupart des gens sont
plutôt content d'aider en fait. Mais sur ces sujets de réseau, je pense que ça n'a pas de sens de faire du réseau juste pour faire du réseau. C'est jamais intéressant d'écrire à quelqu'un en disant j'ai juste envie de te parler. Je pense que là, il va pas trop comprendre pourquoi. Mais par contre, si on est en train de chercher un job et donc on a envie de se renseigner sur ce job-là parce que la personne le fait et donc on a envie de lui poser des questions spécifiques, ou si on monte un projet, la personne a fait quelque chose un petit peu de similaire, on a envie de lui poser des questions, bah dans ces cas-là, la personne, dans beaucoup de situations, elle est plutôt prête à parler, à répondre, elle est prête à parler. Et même quand elle répond pas, ben en fait, il faut juste écrire un nombre de personnes assez élevé pour que quelques personnes répondent. Bon, si tu écris à 10 personnes et que tu as vraiment une vraie question à leur poser et que tu l'écris de la bonne manière, je suis sûr qu'il y en aura au moins un qui va répondre. Et en général, il y en aura plutôt plusieurs qui vont répondre. Mais en fait, il en suffit d'un. Parce que cette personne va déjà répondre à des questions, aider. Peut-être que cette personne va te présenter d'autres personnes. Et donc moi, je pense que c'est une bonne habitude de juste écrire aux gens et de ne pas s'intéresser vraiment à s'ils répondent ou pas. Et en fait, plus on le fait, plus on apprend à poser la question de la bonne manière et à avoir de plus en plus de gens qui répondent. Par contre, j'aime pas trop les événements de networking ou les choses qui sont faites pour faire du réseau. J'ai jamais vraiment vu l'utilité parce que c'est pas forcément les moments les plus intéressants. Et on n'est pas là vraiment pour une raison spécifique. Et donc, c'est pas les choses dont généralement j'ai tiré les meilleures rencontres. Généralement, c'est soit j'ai contacté des gens, soit des personnes que je connais qui m'ont présenté des gens. Question de Kautsar, tu passes combien de temps sur le podcast en comptant l'enregistrement, le montage, la préparation, etc. Sur le temps que ça prend pour un podcast, c'est assez variable. Je pense que ce qui est intéressant pour comprendre combien de temps ça prend pour un podcast, il faut regarder toutes les étapes de création du podcast. D'abord, il faut identifier l'invité, et ça prend entre quelques minutes si c'est quelqu'un que j'ai rencontré et plusieurs semaines si on a quelqu'un en tête qu'on a envie de recevoir, et donc il faut l'inviter, il faut trouver la bonne manière de le contacter, etc. Quand je dis quelques semaines, bien sûr, c'est un peu de temps par-ci par-là, mais je veux dire, ça se fait quand même sur le temps long. Mais donc, grosso modo, cette partie d'identification de l'invité et de l'invitation, ça dépend. En temps, c'est pas très long, mais par contre, en durée, ça peut prendre pas mal de temps. Ça peut prendre plusieurs semaines jusqu'à réussir à trouver la bonne manière de contacter l'invité et de le recevoir. Ensuite, généralement, les invités, je les connais pas pour la plupart avant de les inviter, et donc on discute un petit peu, soit par message, mais souvent on s'appelle au moins, mais pas très longuement. C'est-à-dire que c'est des calls de 20-30 minutes, je discute avec eux. Le but, c'est juste de faire connaissance, c'est d'expliquer ce qu'on essaie de faire avec NextWave, d'expliquer le format, pourquoi on le fait, et de faire connaissance, et généralement aussi, du coup, de trouver une date d'enregistrement avec les invités. J'essaye de ne pas faire trop long à cette étape-là, c'est-à-dire qu'on ne discute pas pendant plusieurs heures. La plupart du temps, on ne se rencontre pas vraiment avant d'enregistrer, parce que ce que j'ai constaté, c'est que lorsqu'on fait l'enregistrement sur NextWave, lorsque on se rencontre pour la première fois lors de l'enregistrement, ça fait des très bonnes discussions parce que la discussion est vraiment ultra spontanée. En fait, c'est juste la première fois qu'on se rencontre et donc il y a une vraie curiosité qui est naturelle. On a envie de discuter. Moi, personnellement, je sais, je me suis renseigné sur la personne et je vais y venir en détail et parfois très longuement. Mais comme c'est la première fois que je la rencontre et comme elle aussi, c'est la première fois qu'elle me raconte tout ça, ben, il y a une vraie juste spontanéité, il y a un vrai naturel dans la conversation et qui, je pense, fait les meilleures conversations. Donc cette étape est assez courte, on discute ensemble. Et ensuite, il y a l'étape de la préparation qui est assez longue. Moi, je prépare vraiment en détail, je regarde tout ce que la personne a fait, tout ce que fait sa boîte, le marché de l'entreprise, tous les articles qui ont été écrits sur la boîte. Si la personne a fait des interviews, je regarde toutes les interviews qu'elle a fait. Si elle a écrit des livres, je lis tous les livres qu'elle a fait. Et ça fait qu'en fonction des personnes, ça dure au minimum une demi-journée de préparation et au maximum plusieurs jours. Il y a quelques épisodes où j'ai préparé pendant 4-5 jours, mais c'est des situations spécifiques où la personne a écrit plusieurs livres, elle a fait beaucoup d'interviews, ou sinon elle est un entrepreneur qui a une entreprise qui existe depuis longtemps et qui publie beaucoup d'informations. Par exemple, les boîtes qui sont cotées, elles publient beaucoup d'informations pour les investisseurs, elles publient des rapports annuels, etc. Et ça fait que il y a beaucoup de contenu à lire. Tout ça pour dire, la préparation est assez longue, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je prépare énormément, mais ensuite, l'objectif, c'est de mettre de côté toute la préparation et juste d'avoir une conversation qui est naturelle avec les invités. Mais le fait d'avoir préparé longuement, je pense que ça permet quand même de guider l'invité vers les bons sujets
et de savoir un petit peu quels seront les sujets les plus intéressants dont on va discuter. Mais en fait, la plupart du temps, on traite qu'une partie des sujets auxquels moi j'ai pensé. Mais en fait, naturellement, la conversation va aller sur des sujets intéressants et l'objectif, c'est juste de suivre cette spontanéité-là et d'avoir la conversation la plus intéressante en fonction de ce qui arrive le jour J. Ça, c'est la préparation du podcast. Ensuite, on enregistre. Et après, ça nous prend quelques jours pour le montage, la préparation de tous les éléments qu'on publie sur les réseaux sociaux, etc. Voilà, ça prend plusieurs semaines, juste parce qu'il y a le temps entre l'identification, la préparation, l'enregistrement, etc. Mais en temps vraiment de travail, on va dire que ça prend entre quelques jours et une semaine, voire plus pour un podcast. Donc ça prend quand même pas mal de temps de préparer les épisodes. Ensuite, question de NS, qui est comment se finance Nextwave. Alors j'ai lancé Nextwave en 2024. À ce moment-là, je le finance moi-même. Il n'y a pas beaucoup de coûts en fait au début parce qu'il y a des coûts de vidéo. Donc il y a quand même, j'ai enregistré en studio, donc il y avait des frais de studio qu'il y a toujours. Mais je veux dire, au début, on n'avait aucune monétisation. Donc ça, je le payais sur mes économies. Tout ce qui est montage, vidéo, etc. Au début, j'ai appris à le faire moi-même. Donc j'ai utilisé un peu des logiciels de montage. J'avais appris à utiliser CapCut, donc les logiciels les plus simples. Mais la qualité n'était pas au niveau de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc j'avais minimisé complètement les coûts et je les couvrais moi-même. Au bout de quelques mois, j'ai été contacté par une boîte qui s'appelle Sketch, qui était notre premier sponsor, qui voulait sponsoriser le podcast. Donc là, on a commencé à faire du sponsoring, qui est un business model qu'on fait jusqu'à aujourd'hui, qui permet de financer le podcast, de le développer, etc. Et donc aujourd'hui, on a plein de sponsors qui sont des super boîtes. On a TapTapSend, on a le groupe Renault, on a l'UM6P, on a Samsung, on a donc plein de sponsors qui accompagne Nextwave. Donc ça, c'est une première chose qu'on fait. Et quand je dis sponsor, c'est-à-dire que ça n'a pas d'impact sur nos invités. Nous, on a nos invités toutes les semaines qu'on sélectionne, les personnes avec qui on a envie de parler. Et lorsqu'on partage le podcast, vous avez dû le voir, eh bien parfois on met que le podcast est sponsorisé par telle entreprise. Mais il y a une vraie distinction entre le contenu et le sponsoring, qui vient un petit peu au-dessus et qui permet à ces entreprises de s'associer parce qu'ils aiment bien ce qu'on fait, ils ont envie de parler à l'audience qui écoute Nextwave, et donc ils veulent s'associer à Nextwave. Et nous, c'est des boîtes aussi qu'on aime bien, et on a plein de règles sur ça. On a un nombre petit de sponsors parce que je pense qu'on a envie d'avoir seulement des partenaires qui sont des boîtes qu'on aime bien. Et si on a envie d'avoir des boîtes qu'on aime bien, on ne peut pas en avoir plein forcément, parce que c'est vraiment des gens qu'on recommande à notre audience. Et donc forcément, on n'en a pas beaucoup. Mais ça veut aussi dire qu'on fait des choses un petit peu de long terme avec eux, donc c'est intéressant. Et donc il y a une vraie distinction entre le contenu et la monétisation de Nextwave est quelque chose de très important pour moi. Et typiquement, par exemple, il y a plein de gens qui m'ont déjà posé la question, à chaque fois ça me surprend, mais personne ne rémunère Nextwave pour passer sur Nextwave. Ça, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé et qui n'arrivera jamais. Et donc, il n'y a pas de monétisation du contenu, mais il y a une monétisation plutôt qui est au-dessus et qui est de l'association entre Nextwave, un peu en tant que podcast, en tant que marque, et des partenaires. Ça, c'est un point qui est très important. Et donc, le sponsoring, c'était la première forme de monétisation. Et la deuxième forme de monétisation, c'est que parfois, on crée des séries de podcasts qui sont des séries créées par Nextwave et par des partenaires, et qui sont souvent publiées par Nextwave et par des partenaires. Donc, typiquement, on a créé une série sur le sujet un peu private equity, tout ce qui est finance, deal, introduction en bourse, etc. Et on a créé une série qui n'était pas une série seulement Nextwave, mais une série Nextwave et Accuracy, qui est une boîte de conseils financiers et conseils stratégiques, et qu'on adore, qui sont nos partenaires depuis plus d'1 an. Et on a fait 3 épisodes avec eux, et on va sûrement en faire d'autres, mais en tout cas, c'est une série qui est Nextwave et Accuracy, et dans laquelle on a reçu le patron de Cash Plus, par exemple, le patron de Méditerranea Capital, le patron de Little Mama aussi. Et donc voilà, c'est un petit peu ces 2 choses qu'on fait. 1, sponsoring. 2, parfois on crée des séries de podcasts avec des partenaires. On a aussi d'autres choses qu'on est en train de tester. Mais en tout cas, ce qui est hyper important, c'est de garder cette distinction entre le contenu qui doit être juste toujours la même question: quelles sont les personnes les plus intéressantes à qui on a envie de parler, et d'avoir une conversation qui est 100% naturelle, 100% spontanée.
D'ailleurs, ce que je n'ai pas dit dans comment on prépare les podcasts, on garde toute la conversation. Donc nous, on ne coupe rien. Ça, c'est une autre question que beaucoup de gens me posent. Mais en fait, l'objectif, c'est juste de parler de tous les sujets qui nous intéressent et de publier la conversation telle qu'elle, comme si vous étiez avec nous dans la salle. Et on a envie que le contenu soit le plus près du naturel possible. Et donc, je disais, on a cette distinction qui est totale entre le contenu et le financement. Et on a aujourd'hui plein de partenaires dont on est super fiers, qui sont parfaitement alignés avec notre mission et qui nous permettent de financer NextWave, de continuer à nous développer, de continuer à recruter, de continuer à faire grossir l'équipe et de faire plein de choses dans le futur. Question de Rita, comment tu fais pour identifier les invités? Ça dépend beaucoup. Et aussi, ça a évolué au fur et à mesure qu'on a développé un petit peu NextWave. La première chose, c'est juste des personnes qui m'intéressent. Je les ai vus peut-être parler quelque part, je les ai vus sur les réseaux sociaux, ou j'ai lu quelque chose qu'ils ont écrit. Et on les contacte directement. Ça, c'est un peu la première manière. Ou sinon, j'essaie de regarder parmi les gens que j'ai reçus si quelqu'un les connaît pour les contacter vraiment directement, avoir leur contact. Ça, c'est un peu la première manière. La deuxième manière, c'est que lorsque je reçois quelqu'un sur le podcast, je lui pose toujours la question de savoir s'il a des idées d'invités. Et ça, c'est un peu la meilleure manière de trouver d'autres idées d'invités. C'est juste de poser la question aux gens et ils ont tous 1, 2, 3 idées d'invités qui seraient intéressants à recevoir. Et en fait, comme ils les conseillent, généralement, ils ont aussi leurs contacts. Donc, c'est aussi la meilleure manière de pouvoir les contacter et de rapidement pouvoir rentrer en discussion avec eux, leur proposer de passer sur le podcast. Donc, il y a plusieurs choses. Donc, 1, des personnes juste que je contacte. 2, des personnes que des invités me proposent. De temps en temps, aussi des gens qui nous contactent et qui ont regardé le podcast, ça leur a plu. Mais généralement, c'est plutôt nous, quand même, la plupart du temps, qui allons voir les gens. Une question de Hamza. Félicitations, je suis curieux de connaître l'état du paysage du podcasting au Maroc. Est-ce un modèle rentable et pensez-vous qu'il vaille la peine de lancer un podcast sur la tech? Existe-t-il une demande pour ce type de contenu? Est-ce que je pense qu'il y a une demande? Oui, je pense qu'il y a une demande pour un podcast sur la tech, bien sûr. Mais par contre, juste j'aimerais attirer ton attention parce que sur la manière de poser la question, en fait, tu dis est-ce que ce serait rentable et est-ce que ce serait intéressant de le faire? En fait, je pense que donc rentable, j'imagine d'un point de vue monétisation. Si tu réfléchis à lancer un podcast d'un point de vue monétisation, je pense que c'est vraiment pas une bonne raison de le faire. D'abord, ça prend beaucoup de temps. En réalité, ça prend des mois ou des années pour trouver une forme de monétisation d'un podcast. La plupart du temps, ça prend énormément de temps. Et c'est pas la bonne raison de le faire parce que comme ça prend du temps, premièrement, comme ça prend du temps, je pense que la plupart des gens vont pas tenir et pas continuer à le faire. Et c'est pas pour moi la meilleure raison de le faire. La bonne raison de le faire, c'est juste avoir un sujet qui te passionne et vraiment être curieux à propos des personnes avec qui tu as envie de discuter. Les podcasteurs que je connais, ils sont juste passionnés par parler aux gens. Moi, j'adore et depuis toujours, j'ai adoré parler à des gens, me renseigner sur ce qu'ils font, leur poser plein de questions pour comprendre ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils le font. Et donc, il faut le faire forcément sur le sujet qui t'intéresse. Sinon, tu ne le feras pas assez longtemps et donc il n'y aura même pas de sujet de monétisation. Ensuite, te poser la question par le prisme de la rentabilité, c'est un autre problème parce que même si tu veux le faire pour la rentabilité, qui n'est pas une bonne raison de le faire, même si tu veux le faire pour la rentabilité, c'est contre-productif de le voir comme ça. Parce que si tu le fais juste sur un sujet qui t'intéresse, tu le feras mieux. Tu le feras de manière plus passionnée, tu le feras... si c'est un sujet qui t'intéresse, tu le feras de la bonne manière, parce que c'est un sujet que tu connais. Et donc, il vaut mieux faire un sujet même plus petit. Tu vois, par exemple, tu m'as parlé de tech. Tu pourrais t'intéresser seulement à la tech dans la mobilité, par exemple. Si c'est vraiment le sujet qui t'intéresse, eh ben, tu le feras beaucoup mieux. Et donc, tu le feras plus longtemps. Et donc, au final, potentiellement, ça sera plus rentable. Mais il ne faut pas commencer par la rentabilité pour le faire. Voilà un peu ce que je dirais sur ça. Mais je pense qu'il y a bien sûr qu'il y a un besoin. Moi, je conseille à tout le monde de lancer des podcasts parce que j'adore ça. Alors, question de Walid. Hello, où est-ce que tu enregistres tes podcasts? Alors, j'ai enregistré dans plein de studios différents.
la plupart du temps à Casablanca, mais dans des studios différents. Mais c'est en train de changer. Alors j'en parlerai un peu plus dans quelques semaines, mais avec des associés, on est en train de construire un studio de création de contenu qui est plutôt pour les entrepreneurs, les startups, les corporates. Aujourd'hui, la plupart des entreprises ont besoin de créer du contenu. Et du coup, on est en train de créer ça. Je pense qu'on en parlera beaucoup plus à partir de la rentrée, pendant le mois de septembre. Et ça va être lancé début octobre. Donc ça, j'en parlerai un peu plus. Et donc, je pense que ce sera là où j'enregistrerai la plupart des épisodes. Ensuite, question de Zineb, je découvre ton podcast, quel épisode regarder? Merci. Aujourd'hui, on a publié 80 épisodes. Donc on a commencé en 2024, on a publié 80 épisodes. Ça fait entre 150 heures et 200 heures de podcast. Donc c'est énormément de podcasts. Mais je pense que je peux quand même en conseiller quelques-uns qui me semblent intéressants et qui peuvent être quelques épisodes à regarder, que ce soit cet été si vous vous ennuyez sur la plage ou si vous voulez un peu découvrir ce que c'est Next Wave. En 2024, un des premiers épisodes, c'était un épisode avec Karim Tiazi du groupe Richmond. C'est un épisode qui était vraiment très intéressant. Beaucoup de gens m'en ont parlé depuis. C'est aussi un des premiers épisodes qui a bien fonctionné sur Next Wave, qui a été regardé par beaucoup de gens et écouté par beaucoup de gens. Je pense que ça, c'est un épisode qui peut être intéressant. Un peu plus tard, on avait... je le fais chronologiquement, donc je commence par les épisodes qu'on avait publiés au début. On avait publié un épisode avec Adil Douili de CFG, de la banque CFG. Un podcast passionnant. C'est un entrepreneur qui a monté CFG, Mutandis, qui a plusieurs entreprises qui sont cotées en bourse au Maroc, qui est vraiment passionnant aussi. Et donc pas mal de choses intéressantes. Il y a un autre épisode dans un tout autre univers avec Houda Neitlebarj, qui travaille chez OpenAI. Donc OpenAI, c'est juste l'entreprise dont tout le monde parle actuellement depuis 3-4 ans même aujourd'hui, depuis 2022-2023. C'est une entreprise qui est un peu dans tous les discours. Et donc c'était passionnant de discuter avec quelqu'un qui est dans la boîte, comprendre quels sont les objectifs d'OpenAI, c'est quoi un peu la plus grande vision qu'ils ont. Et aussi, quelle est son expérience de travailler dans cette boîte-là. Donc je pense que ça, c'est un très bon épisode. Il y a un autre épisode qui me tient à cœur, c'est l'épisode avec Tahar Benjelloun, qui est un écrivain que j'adore, qui a un prix Goncourt, qui a écrit plusieurs livres que j'aime beaucoup. Et donc, on était ultra fiers et très contents de faire ce podcast avec lui, qui était vraiment génial. Un épisode aussi très différent, avec quelqu'un qui s'appelle Lino Bacco, qui est le cofondateur de Radio Mars, qui est un des journalistes sportifs et des experts en foot les plus connus au Maroc, et qui est aussi une voix, je pense que tout le monde connaît, parce que vous l'avez entendu à la télé, dans la radio, etc. Et c'est vraiment un personnage intéressant, qui a une histoire intéressante. Voilà, donc quelques épisodes qui étaient très intéressants à faire et sur lesquels j'ai eu des bons retours, et je pense qu'ils peuvent être une bonne entrée en matière si vous voulez écouter Next Wave pour la première fois. C'était un peu bizarre de parler tout seul comme ça dans une pièce avec une caméra, mais je suis très content de pouvoir le faire. Je voulais vous remercier encore. C'est grâce à ces 50 000 personnes qui se sont abonnées qu'on fait ce qu'on fait, qu'on peut créer ces podcasts avec des gens passionnants qui nous apprennent plein de choses et qu'on peut partager pour espérons de plus en plus espérons que ça intéresse de plus en plus de personnes. Pour nous, c'est que le début. On est très motivés pour la suite. Je vais continuer à essayer d'avoir les meilleurs invités possibles et à vous partager ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est le moment de vous dire merci, parce que sans ça, on n'aurait pas pu le faire. Et voilà. J'espère que j'ai répondu à la plupart des questions. Il y en a, j'ai pas forcément pu répondre à toutes les questions par manque de temps. Mais voilà, les personnes à qui j'ai pas répondu, il y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns. Vous pouvez m'écrire directement, j'essaierai de répondre. Voilà. Merci à tous.